Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire avec Saxo Bank. Comme vous le savez, on essaie de se trouver quasiment chaque semaine pour un point sur les marchés financiers, la macroéconomie et bien évidemment les éventuelles opportunités en termes de diversification, d'allocation des actifs. Aujourd'hui, puisque c'est plutôt le timing qui est plutôt privilégié à cet égard. On va faire un peu un décryptage, bien sûr, macroéconomique. C'est un peu mon rôle, comme vous le savez, en début de webinaire. Et ensuite, un décryptage de la saison des résultats. Mon collègue va revenir, comme vous le savez, systématiquement et notamment se focaliser sur une des belles sociétés dans le domaine technologique, NVIDIA, qui a quand même un avantage concurrentiel certainement assez important sur les prochaines années, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais pas seulement, puisqu'il est présent aussi sur des sujets de métaverse, etc. On va faire donc, comme d'habitude, à peu près en 3 séquences. La première, je vais vous faire un décryptage un peu macroéconomique, même si bien évidemment, on se doute que le panorama n'a pas radicalement changé, mais je vais essayer d'accentuer sur d'autres points. Ensuite, mon collègue va prendre le relais et on pourra par la suite avoir une période de questions-réponses auxquelles on participera tous ensemble. Si on commence, le premier point, c'est effectivement lorsqu'on parle de macroéconomie, vous avez effectivement ce risque de récession au niveau de l'économie mondiale qui est mis en avant. Je vous présente un indicateur qu'on aime bien chez Saxo, c'est un indicateur qu'on a fait de manière interne, qui est l'indicateur Global Credit Impulse. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les flux de crédit en pourcentage du PIB qui entrent dans l'économie mondiale. Pourquoi on s'intéresse à cela? Parce que vous le savez bien, on est sur une économie de dette et donc le flux de crédit est plus important que le stock de crédit pour avoir une vision un peu de la trajectoire de l'économie mondiale. Sans surprise, vous le voyez, notre indicateur qui est en rouge, Global Credit Impulse, c'est la ligne rouge, ça représente à peu près 70% du PIB mondial et aujourd'hui en contraction. Alors la contraction n'est pas aussi importante, par exemple, qu'en 2009. On est plutôt sur une ligne de contraction qu'on a pu connaître, par exemple, en 2015, après la triple dévaluation du yuan chinois. Mais dans tous les cas, effectivement, le scénario de base, et j'oserais dire c'est plutôt consensuel à cet égard, c'est d'avoir une récession en 2023. L'enjeu n'est pas tant de savoir si on aura une récession, mais bien plus de savoir de quelle ampleur sera la récession. Alors, je ne vais pas m'attarder trop dans ce webinaire sur les États-Unis, puisqu'on aura bientôt un webinaire, on va se concentrer uniquement sur l'économie américaine, avec notamment une question fondamentale, est-ce que l'économie américaine est en récession? Vous verrez, donc je fais un peu un teasing à cet égard, on a un peu hors consensus chez Saxo au niveau de l'économie américaine, mais comme je vous l'ai dit, ce sera lors de nos prochains webinaires. Lorsqu'on regarde l'indicateur du crédit, on va s'intéresser à la Chine. Pourquoi la Chine? Parce que la Chine, historiquement, sur les 10 dernières années, ça a été à peu près 30% de la contribution à l'économie mondiale. Avec la Covid, c'est quand même nettement diminué, on est autour de 10%, mais ça reste un indicateur intéressant parce que la Chine, comme vous le voyez sur notre graphique en 2009, avait pris le relais de l'économie mondiale et avait mis tellement de flux entrants de crédit dans l'économie que ça avait permis à la machine économique mondiale de redémarrer. Est-ce qu'on est sur le même scénario aujourd'hui? Non, très clairement, puisque vous le voyez, notre indicateur Credit Impulse, qui est uniquement pour la Chine, est aujourd'hui en contraction. On essaye progressivement de sortir de la zone de contraction, mais si on regarde les données, notamment en termes de politique monétaire chinoise, on n'a pas d'indicateur qui nous permet de dire qu'on est face prochainement à une relance de l'économie via le crédit. En tout cas, pas dans des ampleurs qui soient extrêmement importantes. C'est donc aujourd'hui, alors que la Chine a été en 2009-2010 un élément moteur de l'économie mondiale, un élément moteur de la reprise, on le voit très nettement, c'est plutôt un frein à l'heure actuelle. Alors bien évidemment, ça a un impact, puisque vous le savez, beaucoup d'entreprises ont cherché pendant ces dernières années, et donc je relis un peu à la thématique d'aujourd'hui, des relais de croissance en Chine, et aujourd'hui, force est de constater que c'est très loin d'être le cas. Donc les entreprises cotées, j'entends bien sûr, qui ont une forte exposition à la Chine, ont certainement un désavantage initial qui est plutôt assez important au premier abord. L'autre point, c'est la zone euro. La zone euro, la problématique est l'inflation. On a eu, il y a 2 jours de cela, le détail de l'indice des prix à la consommation harmonisé au niveau européen et l'inflation sous-jacente est très clairement en hausse partout.
Donc, pas de pic d'inflation en zone euro. Christine Lagarde s'exprimait il y a à peu près quelques heures de cela. Elle a clairement mis en avant que le scénario de la récession s'est accentué en zone euro. C'est notre scénario aussi chez Saxo, mais que fondamentalement, une récession ne sera pas suffisante pour faire diminuer l'inflation. Comprenez donc concrètement que la BCE va augmenter ses taux directeurs. Le consensus tablait sur un ralentissement de la hausse des taux à 50 points de base en décembre prochain. Je pense que c'est encore un peu trop tôt d'exclure une nouvelle hausse de 75 points de base. Du point de vue européen, vous avez quand même une récession qui est plutôt, je pense, dans la plupart des pays sur un scénario de récession technique, beaucoup plus qu'une récession profonde. L'indicateur que je vous présente ici est un indicateur que je vous présente assez régulièrement si vous avez l'habitude de lire le contenu ou éventuellement d'assister au webinaire de Saxo Bank. C'est l'indicateur de risque systémique de la zone euro. C'est un indicateur de marché qui repose à peu près sur 15 variables et qui vous montre effectivement qu'aujourd'hui, vous avez une tension entre les économies qui ont la confiance des investisseurs et celles qui l'ont moins. C'est plutôt l'intégration d'un premium de risque qui se met en place. Alors évidemment, habituellement, quand on dépassait notre indicateur, les 0,30, vous aviez une banque centrale européenne qui commençait à devenir accommodante. Vu le contexte aujourd'hui, la priorité reste l'inflation, donc la croissance est en arrière-plan, tout comme les problématiques en termes de fragmentation de la zone euro. Ici, pour nous, le point de fragilité, et ça sera un point de fragilité sur le marché financier, c'est l'Allemagne, et notamment les entreprises cotées en Allemagne. Et on le voit d'ailleurs très nettement, celles qui ont une forte exposition cotées en Allemagne et qui ont une forte exposition au marché local sont plutôt pénalisées que les autres. Alors, l'Allemagne, le scénario et la récession. Pourquoi je vous présente cet indicateur IFO du climat des affaires? C'est que d'habitude, quand on a un scénario de récession, à minima, vous avez quelques secteurs qui échappent à la déprime générale, et c'est notamment le secteur du tourisme et du voyage. Ici, vous le voyez, notre indicateur à 6 mois nous montre très clairement qu'on est en phase de berne. On avait connu le rebond post-Covid, mais aujourd'hui, on est à des niveaux qui sont quasiment similaires en termes d'attente dans le secteur de l'industrie du voyage et du tourisme, à des niveaux d'attente qui sont aussi bas qu'en 2009. Donc, il y a vraiment une vraie déprime de l'économie allemande. C'est indéniablement un élément qui fragilise très clairement en termes de marché financier et qui fait qu'en termes d'allocation d'actifs sur la portion géographique, on est quand même plus confiant aux États-Unis que zone euro et notamment côté allemand. Sur les États-Unis, le point qui est positif, c'est que le pic d'inflation, il est très clairement derrière nous. Aujourd'hui, je vous présente deux indicateurs. Le NFIB, qui est notre ligne rouge, qui est un indicateur avancé de 3 trimestres par rapport à l'évolution des coûts salariaux aux États-Unis. L'indicateur NFIB est intéressant puisque vous voyez, cet indicateur permet de juger des attentes au cours des 3 prochains mois de hausse des salaires dans le secteur des PME. Et c'est assez intéressant puisque ça permet d'avoir une bonne corrélation et une bonne anticipation par rapport à l'économie en règle générale. Vous le voyez, on est sur un scénario de baisse. Au niveau des coûts salariaux également, on est sur une baisse. Vraisemblablement, comme notre indicateur NFIB est un indicateur avancé de 3 trimestres, on devrait poursuivre sur cette baisse. Alors, ça reflète plusieurs aspects. Déjà, la course à la hausse des salaires à un certain stade rogne sur les marges de manière assez évidente. Et même si au niveau des résultats d'entreprise aux États-Unis, on s'est rendu compte que ça a été moins une problématique que sur les résultats précédents, l'inflation reste bien présente. Et le deuxième point à prendre en considération à cet égard, c'est aussi tout simplement qu'on commence à intégrer la baisse de la demande. Et vous avez eu, alors bien sûr, de manière assez symbolique dans le secteur de la tech, beaucoup de licenciements ces dernières semaines dans des proportions assez massives. Sauf erreur, et mon collègue me corrigera si c'est le cas, mais je ne crois pas que Nvidia a annoncé encore des licenciements, mais c'était le cas de Meta, de Stripe, de PayPal aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces licenciements ne concernent pas uniquement le secteur de la tech. On en a eu dans le secteur des transports ou dans le secteur de l'immobilier. Redfin, par exemple, qui est un des principaux promoteurs immobiliers aux États-Unis. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre tout simplement qu'on commence à avoir une fragilisation de l'économie. Donc, en termes de résultats d'entreprise, finalement, on a eu des résultats d'entreprise qui sont très loin d'avoir été médiocres aux États-Unis. Ça s'explique aussi par le fait que les analystes ont été trop pessimistes. Donc, finalement, quand vous êtes trop pessimiste, vous avez des résultats un peu meilleurs. C'est assez automatique. Et un autre phénomène qui explique que les résultats d'entreprise ne sont pas complètement mauvais, c'est que les gérants qui ont quand même eu une année assez mauvaise ont essayé de voir l'aspect plutôt positif au niveau des résultats d'entreprise et donc ils se sont portés assez rapidement acheteurs. Et on le voit aujourd'hui, la hausse des marchés qui est quand même hésitante, bien évidemment, elle est portée surtout par des gérants qui essayent d'avoir une année qui ne soit pas complètement médiocre. Mais à partir
pour les résultats trimestriels, si on essaye de se porter au quatrième trimestre, donc pour le quatrième trimestre ou pour le premier trimestre de l'année prochaine, je pense qu'on commencera à avoir un impact beaucoup plus important de la politique monétaire restrictive et l'autre aspect a un impact aussi beaucoup plus important en termes de révision à la baisse à la fois des opportunités d'investissement et aussi on va commencer à avoir un marché du travail beaucoup plus tendu avec des licenciements sur horizon 3 à 6 mois, ce qui veut dire derrière cela aussi une inflation en baisse. Donc l'aspect négatif entraîne un aspect positif. L'immobilier est un peu le point faible de l'économie américaine. Ici, je vous présente l'indice Case-Shiller de l'évolution des prix immobiliers. On voit une décrue. Alors, on est sur une décrue, j'insiste, on n'est pas sur l'éclatement d'une bulle immobilière aux États-Unis. Le marché de l'immobilier aux États-Unis est un peu considéré comme le cycle économique. C'est toujours ce qu'on va retrouver en termes de propos et je suis assez d'accord avec cet aspect. La faiblesse de l'immobilier se répercute sur l'intégralité de l'économie et notamment sur les biens intermédiaires, sur le transport aussi. C'est ce qui explique qu'on a pas mal d'entreprises aujourd'hui en bourse qui sont dans des schémas, dans des segments plutôt transport ou encore biens intermédiaires qui commencent à avoir un peu de difficultés. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les résultats aux US ont été positifs pour les deux prochains trimestres. Si on a des excès de faiblesse, ce sera notamment lié à la continuation de la faiblesse au niveau du marché de l'immobilier. Et mon dernier point, avant que je laisse la parole sur cette courte introduction à mon camarade, c'est tout simplement le consommateur américain. Ici, je vous présente le différentiel au niveau de l'indice de confiance de l'Université de Michigan concernant les attentes et la condition actuelle, l'attente à 6 mois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est à des niveaux qui, théoriquement, c'est les bandes grisées traduisent un niveau de récession mais pas automatiquement, hein, puisque vous voyez, par exemple, en 1992, on avait un niveau qui était similaire sans entraîner de récession. La récession, elle est arrivée au début des années 2000. Le point qui est important, c'est que malgré tout, même si le consommateur américain est plutôt pessimiste pour l'avenir, comparativement, en tout cas du point de vue historique, on reste sur un consommateur qui est assez résilient. C'est aussi un élément, qui est important à cet égard et à prendre en considération de mon point de vue. Donc, pour un peu conclure, avant qu'on aille sur l'exemple de NVIDIA, résultat d'entreprise bon, même plutôt très bon, qui s'explique en grande partie par le fait que l'intégration de la problématique inflation remonte au résultat du T1, au fait que les analystes ont été beaucoup trop pessimistes sur les derniers résultats trimestriels, donc on a eu automatiquement des bonnes surprises. Mais chez Saxo, on s'attend à ce que les résultats trimestriels pour le T4 et le T1 de l'année prochaine soient certainement un peu plus mauvais du simple fait que vous allez avoir l'impact direct des politiques monétaires restrictives au sens large, ça peut dire aussi bien de la récession qu'une baisse de la demande, donc plutôt le point d'attention est à ce moment-là. Et effectivement, quand en micro, on discute avec aussi des grosses entreprises qui sont cotées, c'est là où on voit effectivement à la période actuelle qu'on commence à avoir un peu d'inquiétude pour le début d'année prochaine. Voilà pour cette petite partie. Je vais laisser la parole à mon collègue. J'ai tenu mes 13-15 minutes à peu près d'introduction qui va vous faire un point intéressant sur NVIDIA. Et encore une fois, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser après cette partie. Merci encore. Oui, bonjour à tous, merci Christopher. Alors effectivement, hein, pour un petit rappel, pour ceux qui suivent cette série de webinaires depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, le but, voilà, c'est effectivement de faire un point macro, un point marché, notamment grâce à Christopher et puis ensuite, c'est d'intervenir sur, un titre, j'allais dire une partie plus pratique où on peut mettre en place un plan de trading, voir s'il y a une stratégie, à effectivement mettre en place par rapport, voilà, à ce qui se passe sur les marchés. Donc effectivement, le focus, cette semaine, c'est NVIDIA. La semaine dernière, si vous avez, participé au webinaire de ma collègue notamment, c'était, voilà, sur une small caps et encore avant, on avait fait sur Tesla. Alors là, NVIDIA, ils ont publié mercredi, donc c'est vrai que dans l'ensemble, on a eu sur NVIDIA, on a des résultats qui sont assez mitigés parce que sur le papier, on a dépassé les estimations des analystes, hein, sur NVIDIA. On a eu un chiffre d'affaires qui était en baisse de 17%, alors que voilà, le consensus s'attendait à une baisse de 18%, donc c'est légèrement mieux. On a 5,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est les perspectives pour le quatrième trimestre en réalité qui sont relativement vagues. On s'attend effectivement à un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars, soit environ 20% de baisse par rapport au quatrième trimestre précédent. Il y a deux points à souligner. Le premier point sur Nvidia, c'est que on a la bonne nouvelle, c'est que Microsoft utilisera C+ graphique
et ses logiciels pour ses nouveaux produits d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de ces résultats. Mais quand on regarde au global, il y a aussi un fort ralentissement qui est notamment dû, et ça peut-être que ça vous parle, dû au ralentissement dans le mining de crypto-monnaies, voilà, qui sont moins rentables, dû effectivement à la baisse du cours des crypto-monnaies, hein, comme l'ensemble des actifs risqués. Donc on va faire un focus technique sur Nvidia, mais ceux qui avaient peut-être suivi le webinaire d'il y a un petit mois sur Tesla, on va en fait ajouter une composante produits dérivés, donc une composante option à notre stratégie. Ouais, vous allez voir, c'est une composante option, mais qui reste relativement basique, avec des risques qui sont extrêmement limités. Donc voilà, ça permet d'étendre vos connaissances sur les différentes stratégies à mettre en place. Alors, la différence aussi avec ce qu'on avait fait sur Tesla, c'est que Tesla, on l'avait analysé juste avant les résultats qui avaient lieu le soir même. Donc effectivement, l'approche est différente parce qu'on a un gros risque résultat, ça peut être un risque de gap par exemple. Là, sur Nvidia, j'allais dire qu'on a légèrement moins de risque dans notre approche, dans le sens où ce sont des résultats qui ont eu lieu mercredi dernier. Donc le marché anticipe effectivement moins de volatilité sur ce titre. Alors, Nvidia, c'est un titre qui a un fort bêta. Alors, qu'est-ce que c'est le bêta? Le bêta, c'est effectivement la volatilité par rapport au sous-jacent de référence. Le sous-jacent de référence sur Nvidia, c'est le Nasdaq. Donc, on prend le graphique, effectivement, et vous pouvez déjà voir. Alors ça, pour ceux qui ne savaient pas, hein, voici la petite astuce. Vous appuyez sur le petit plus en haut et vous pouvez ajouter différents graphiques et les superposer afin de pouvoir les comparer. Donc, Nvidia, qui fait partie du Nasdaq, hein, donc les valeurs technologiques, a un bêta de 2. Donc, c'est-à-dire que le titre est 2 fois plus volatile que son indice de référence qui est le Nasdaq. C'est-à-dire que il est on peut l'interpréter comme tel, 2 fois plus risqué. Si on part du principe que la volatilité, c'est le risque, ou que le mouvement a un impact 2 fois plus supérieur. Donc, on va démarrer une analyse technique sur le titre. Mais quelque chose que j'aime bien rappeler effectivement à chaque webinaire, c'est la possibilité d'intervenir sur le marché américain dès 13 heures, heure de Paris. C'est-à-dire qu'on peut intervenir sur le pré-marché. Ça, je le rappelle à chaque webinaire, parce qu'il est important de le savoir. Alors, vous allez me dire comment faire pour intervenir sur Nvidia dès 13 heures de Paris, c'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, là il est 13h18 à Paris, on peut être exécuté sur le marché américain. Donc comment on fait? Alors c'est depuis un ticket d'opération, hein, donc on ouvre un nouveau ticket d'opération et dans les types d'ordres qui sont ici, vous utilisez, si vous n'avez pas activé, les ordres avancés, vous sélectionnez algorithme juste ici et vous avez différentes stratégies. Vous aurez différentes stratégies dont notamment celle qui s'appelle limite pré-marché. Limite pré-marché. Alors, la limite pré-marché, elle permet alors vous mettez un cours limité, hein, c'est-à-dire que ce ne sera pas un ordre au marché, ce sera un cours limité, mais vous pouvez très bien effectivement retrouver le cours du pré-marché sur d'autres supports. Pour le moment, chez Saxon, on ne propose pas les cours de pré-marché. Il faudra effectivement ou aller sur le site du Nasdaq ou par exemple Yahoo Finance les propose. Alors, on sera amené hein, d'ici quelques semaines, quelques mois, hein, ça c'est une information que je vous donne, à les proposer. Mais pour le moment, il faut aller chercher sur un autre support les cours, notamment sur le site du Nasdaq par exemple, les cours du pré-marché. Donc, pour être exécuté, vous mettez une limite un peu agressive, hein, c'est-à-dire qu'une limite voilà, qui est dans les cours, et vous appuyez donc sur limite pré-marché et sur passer ordre, et vous pouvez très bien acheter comme vendre à partir de 13 heures, heure de Paris, sur le pré-marché. Voilà, ça, je le rappelle souvent. Alors, le pré-marché, théoriquement aux États-Unis, il ouvre à partir de 10 heures, heure de Paris, hein, ce qui correspond à 4 heures du matin chez eux. Simplement, on ne le rend pas négociable à ce moment-là parce qu'effectivement, la liquidité n'est pas extrêmement bonne et que voilà, dans le souci d'une bonne exécution, on préfère vous donner la main qu'à partir de 13 heures de Paris, donc quand même 2 heures et demie avant l'ouverture officielle. Et ça, voilà, c'est intéressant typiquement en période de résultat si vous voulez gérer votre risque. Donc ceci étant dit, on va voir si on peut effectivement mettre une stratégie en place, une stratégie technique en place sur Nvidia. Donc on va débuter l'analyse technique du titre.
Effectivement, donc on va commencer à tracer un peu la tendance de ce titre, sélectionner le point haut. Voilà, donc là on voit qu'on a clairement, on a un canal, les cours sont voilà, dans un canal, voilà, comme ceci. On va mettre une suite de un retracement de Fibonacci sur un retracement de Fibonacci, important de le mettre lorsqu'il y a eu un mouvement qui est soudain et j'allais dire violent. Là, typiquement, la remontée qu'on a observée sur Nvidia, qui est également la remontée qu'on avait vu, le rebond qu'on a observé sur l'ensemble du marché, il peut être utile d'utiliser un retracement de Fibonacci. Donc, le retracement de Fibonacci permet de définir les niveaux du retracement suivant. Donc il est assez utilisé, hein, et c'est vrai qu'en analyse technique, rappelez-vous, ce qui est important effectivement, c'est, d'utiliser des indicateurs qui sont utilisés par le plus grand, nombre. Là, je vais l'agir à droite. On va mettre les moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles, on va mettre bien sûr la 200 jours, hein, qui effectivement permet de donner la tendance à long terme. Là, on peut constater directement qu'on est sur une tendance baissière. De toute façon, ça effectivement, comme l'ensemble du marché, on le voit non seulement depuis le canal qu'on a effectivement, tracé, mais également avec la moyenne mobile. Par contre, si on se met sur des moyennes mobiles, un peu plus courtes, et je pense par exemple à la 21 jours, on va changer la couleur comme ça sera lisible pour vous. Voilà, à la 21 jours, on voit qu'elle traite en dessous, donc elle vient supporter le cours, et ça effectivement, ça rend compte du mouvement récent qu'on a observé, hein, du rebond qu'on a observé sur le marché. Donc la question pour nous, hein, en tant que trader, c'est de savoir, est-ce que la configuration technique de Nvidia nous permet de, nous positionner sur le titre? Alors on peut mettre également la 50. Voilà, donc ces 3 moyennes mobiles là, la 200, la 50, la 20. Je vais vous le mettre en rose, voilà. Donc on voit qu'effectivement la tendance long terme est clairement à la baisse. Par contre, on observe que la court terme, on peut effectivement essayer, de, toucher à un mouvement, approcher un mouvement, en tout cas peut-être prendre une position à court terme pour aller chercher du, bénéfice. Alors l'important, c'est d'avoir le plan de trading. Donc effectivement, là, on voit clairement sur ce niveau, hein, je vais vous montrer le niveau, je vais cacher la notation, ce sera plus visible pour vous. Voilà, au niveau des 160, des 170, on a clairement un niveau, de support important, et que ça pourrait effectivement, devenir notre résistance majeure. Alors, heu, on va tracer ici, voilà, la résistance à 170. Vous voyez, si vous allez dans les paramètres de la résistance, vous pouvez directement ici mettre la valeur exacte, hein. C'est important. Voilà, donc là, on a de résistance à 170. Si on met notre plan de trading, alors le marché cote actuellement 156 et quelques, donc on va effectivement, on va dire à 150, 157, on va dire le marché cote 157. Donc ça veut dire qu'effectivement, si je prends position tout de suite, et que ma résistance est à 170, j'aurai un potentiel de 13 $. Ce qui n'est pas énorme en réalité au vu des risques qu'on prend sur ce titre. Donc on va regarder, est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie, notamment avec une option, pour dynamiser tout ça. Mais déjà, on va continuer sur le plan de trading. Donc à 170, on voit effectivement que ça serait notre résistance. Donc notre résistance, auquel cas notre objectif, et donc notre take profit. On va mettre ici, je vais vous l'écrire, le take profit à 170, et on va effectivement en bon risk manager, on va aussi définir un stop loss. Alors, on voit clairement notre Fibonacci là. Je vais rajouter le RSI, hein, le RSI qui est extrêmement populaire, mais je vais vous montrer comment je l'utilise, hein, à titre personnel. Donc le RSI, effectivement, c'est souvent, voilà, on parle d'une zone de surachat et une zone de survente, donc là les 70 et les 30. Je l'utilise pas comme ça. Alors le RSI, je l'utilise pour les divergences, et effectivement, donc c'est les différences entre le mouvement dans le RSI et le mouvement sur le sous-jacent. Là, effectivement, il y a pas, on constate pas de divergence, hein. Effectivement, il est monté en même temps que le marché. Par contre, on peut tracer les supports et résistances sur le RSI. Donc, les supports et résistances sur le RSI, clairement, là, on voit qu'on a
on a un canal, on va dupliquer, hop, voilà, vous voyez, ça s'est même mis automatiquement. Donc là, on a un canal effectivement, c'est aussi sur le RSI, ce qui veut dire qu'à à court terme, on peut effectivement essayer d'aller chercher un mouvement, aussi à court terme sur Nvidia. Alors comme la tendance générale est à la baisse, c'est, clairement risqué, mais on va essayer, voilà, de voir si on peut mettre en place en tout cas notre plan de trading. Alors pour ce qui est effectivement du stop loss, donc de notre support, parce que, on souhaite au moins avoir notre plan de trading, donc savoir où est-ce qu'on sort, donc quel est notre objectif de prix et savoir, où est-ce qu'on sort, auquel cas où on est en perte et donc ça serait notre stop loss. Donc on voit ici effectivement que début septembre, le cours a gapé, hein, donc ça c'est un signe important, voilà, que le marché a été assez agressif dans son mouvement baissier, mais depuis il est revenu le rattraper, mais ça peut être déjà un point de, support important. Sachant que non seulement c'est l'endroit où il a gapé, mais qu'en plus on est sur les 50 du retracement de Fibonacci, hein, ici, hein, les 50 de retracement de Fibonacci. Donc et en même temps, on est, sur notre, support, sur notre moyenne mobile de 21 jours, ici en orange. Donc je vais enlever le Fibonacci, comme ça vous aurez quand même une meilleure vue, ce sera plus pratique pour vous et on vient de, délimiter notre support qu'on va aller placer, à 145. Alors même si je ne suis pas très précis là-dessus, allez, je vais dans les configurations et là j'écris directement 145, heu ou même on peut être un peu, plus joueur et aller le placer, on va dire à 140, donc en dessous du gap, légèrement en dessous, du, Fibo. Parce qu'on sait, voilà, que parfois, il y a, voilà, des mouvements de marché qui vont chercher, sous le support. Ça peut être Wout Zelgo, les traders un peu plus joueurs qui vont essayer d'aller chercher les stops qui sont juste en dessous au même niveau. Donc nous, voilà, on va se passer au niveau de 140. Donc 140 par rapport, au cours actuel, du, marché, ça fait 17 points. Donc là, vous me dites: «Ah, le plan de trading, il est un peu spécial». C'est-à-dire on a une espérance de gain de 13 de 13 points, hein, parce que le marché vaut 157 et qu'on en mettra un take profit à 170 et à l'inverse, heu, vous mettez effectivement un, stop loss à 17 points. Donc le risk reward, le money management, il est pas idéal. Oui, mais on n'a pas effecti vous aurez raison de le dire, mais on n'a pas encore mis notre composante option qu'on va faire dans une petite, minute. Donc ici, on va mettre notre stop loss à donc 145, 140. Ici, il ne faut pas oublier, je vais remettre un petit texte qu'on est long de 100 Nvidia à 157. Voilà, long de 100 Nvidia à 157. Je vais le passer en 1 heure le graphique, comme ça on y va un peu plus clair. Voilà. Donc on a ici on a borné nos positions, hein. On a, notre, position de 100 titres Nvidia à 157. On a le take profit à 170. Hop, je vais supprimer ici pour que ce soit plus visible pour vous. On a notre take profit à 170. Donc en fait, le take profit, c'est quoi? C'est, prix auquel j'accepte de prendre mes gains. J'accepte de prendre mes gains. Là, on peut dire qu'un trade normal, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là, on se dit: «Bon, bah, très bien, on a notre pot de trading, on a notre take profit, on a notre stop loss. Bon, bah, je prends ma position et j'attends que ça se passe». Sauf que, en réalité, en mettant un take profit, on accepte de limiter ses gains finalement. On se dit: «Bon, bah, je mets ce niveau et si je vais à ce niveau-là, je serai très content». Sauf que sur le marché et grâce notamment à ce qu'on appelle aux options, on peut être rémunéré par le marché en échange d'accepter de bloquer ses gains. Parce que c'est ça un take profit, c'est on bloque nos gains, on met un niveau auquel au-dessus on ne gagne plus, parce qu'on sort de position à ce moment-là. Mais qu'en est-il si, sur le marché, je peux être rémunéré pour faire ça? Et ceci est possible avec ce qu'on appelle les options et notamment, être vendeur de l'option et dans ce cas, c'est vendeur du call. Vous avez peut-être entendu parler de cette stratégie qu'on appelle de covered call de covered call. Donc, on va, venir tout de suite. Donc, j'ouvre un ticket d'opération et vous voyez au-dessus, vous avez le petit raccourci ici, qui s'appelle Equity Option ou alors directement, vous pouvez, depuis la barre de recherche, avoir accès aux options, hein. Si vous tapez NVIDIA, voilà, juste là, vous avez, les, options. Donc, on a dit que, nous, ce qui nous intéressait, alors je vais me remettre sur le graphique. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de caper, notre hausse à 170.
Donc, qu'est-ce que je vais faire et est-ce que je peux être rémunéré pour ça? Au lieu de mettre simplement un take profit, oui, je peux. Donc, j'ouvre un ticket d'opération, je vais sur les options. Moi, je vais être le vendeur de l'option un peu, hein, comme effectivement, heu j'allais dire un assureur. Moi, voilà, je vais vendre, cette option. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, un contrat d'option est égal à 100 actions sous-jacentes. Si on va dans les conditions de trading, on peut voir ici la taille du contrat. Donc un contrat d'option est égal à 100 actions sous-jacentes. Moi, je veux effectivement être, m'engager pour une durée qui est pas une durée, complètement délirante, c'est-à-dire que, je veux que mon trade, voilà, se passe dans, le mois à venir. Donc je vais mettre une expiration au 30 décembre. Dites-vous que plus l'expiration sera lointaine, plus votre option vaudra cher. Et comme on est les vendeurs, plus on recevra nous, de primes. Donc le prix de l'exercice, c'est en fait notre objectif. On va appeler c'est le take profit. Donc on va effectivement vendre notre call à un prix de 170, on va mettre, hop, qui est notre take profit. Donc qu'est-ce que ça veut dire de faire ça? C'est-à-dire qu'en fait là, je vais aller vendre à quelqu'un sur le marché. Je vais aller vendre à quelqu'un sur le marché le droit d'acheter du Nvidia à 170. Et pour ça, il va me rémunérer. Combien il me rémunère? Il va me rémunérer 7 dollars. 7 dollars, juste ici, 7 dollars. Donc, je vais vendre cette option 7 dollars. Et donc, quel est maintenant mon risque? Deux cas de figure. Premier cas de figure, le marché termine au-dessus de 170. Le marché, il est au 30 décembre, on cote 180. Et bien moi, comme j'ai vendu effectivement mon option à 170, je vais être obligé de vendre mes Nvidia à 170. C'est-à-dire que même si le marché vaut 180, je vais être obligé de les vendre à 170. Mais finalement, c'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que dans tous les cas, moi j'avais mis mon take profit à 170, donc je l'aurais vendu à ce prix. Mais, et ça c'est effectivement la beauté de vendre ces options, c'est que finalement, en vendant ces options 170, moi, je récupère 7 de premium. Vous vous rappelez, c'est si je retourne dans le ticket d'opération et que je choisis mon prix d'exercice à 170 et que je mets en limite, là, elle valait 6,30, mais effectivement, moi, je peux décider de les vendre juste à 7 et donc je reçois en premium 700 dollars. Donc finalement, c'est comme si j'avais vendu mes, Nvidia à 100, à 177 finalement. Parce que je vais devoir les vendre sur le marché à 170, mais j'ai reçu 7 dollars pour faire ça. Donc finalement, moi, j'ai bien le prix de vente à 177. Et donc, je viens dynamiser ma position. Je viens dynamiser ma position simplement en ayant matérialisé le fait que j'étais prêt à me mettre un take profit, c'est-à-dire une limite sur le marché. Donc, j'ai vendu voilà, mon call à 170 et effectivement, j'ai été payé par le marché 7 dollars. Ce qui me fait que j'ai un prix de vente des mains Nvidia finalement qui se situe à 177. Alors ça, c'est le cas de figure où on termine au-delà de mon objectif. Et imaginez maintenant, on me dit ici, on termine en dessous de 170. Bah, si on termine en dessous de 170, il se passe absolument rien. Dans le sens où je garde ma prime des 7 dollars, je garde ma prime de 7 dollars, ça elle est à moi quoi qu'il arrive. Cette prime de 7 dollars est à moi quoi qu'il arrive. Par conséquent, même si au 30 décembre, le titre est toujours, imaginez, il est toujours à 157. Donc sur ma position, je gagne rien sur le papier. Sauf que comme j'ai effectivement accepté de caper mes gains à 170, j'ai reçu 7 dollars pour avoir fait ça. J'ai reçu une prime de 7 dollars pour avoir fait ça. Et ben finalement, je suis toujours gagnant de 7. Je suis toujours gagnant de 7. Donc même si le cours de Nvidia ne bouge pas ou monte légèrement, je reste gagnant. Et même s'il descend légèrement, je reste gagnant. Parce que finalement, même si le cours descend à 150, on va prendre l'exemple d'un cours qui irait à 150. Donc on va dire à peu près par ici, à 150. J'ai reçu 7 dollars pour avoir vendu mon option. Vous vous rappelez, en échange d'accepter de bloquer mes gains sur le marché m'a rémunéré 7 dollars. Et donc, par conséquent, à 150, je perds bien 7 sur ma position des longs Nvidia. Mais par contre, j'ai reçu ma prime de 7 dollars. Donc, même si le marché va à 150, je suis quand même flat, c'est-à-dire neutre sur ma position. Dans le cas où effectivement que ça continue de baisser, ça vient toucher mon stop loss à 140,
donc à 17, donc 17 points en dessous, et bah, rappelez-vous, la prime m'est due quoi qu'il arrive. Donc finalement, c'est comme si effectivement, si le marché touche 140, je perds 17 points. 17 points moins les 7 que j'ai reçus, parce que j'ai reçu les 7 de prime. Donc finalement, c'est comme si, je perdais plus que, 10 et non 17. Donc d'un côté, j'ai la possibilité de gagner plus de 20, hein, plus de 20. Rappelez-vous, on est long à 157. On a vendu notre call pour 7 dollars de prime. Donc, ça me fait un prix de vente à 177. Donc là, je gagne 20. Là, je gagne 20. Et en dessous, effectivement, je perds, la différence entre 157 et 140, ce qui fait 17 points. Mais j'ai reçu mes 7 dollars de prime. Donc, ça fait plus que 10. Donc, j'ai bien un risk-reward finalement qui est de 1 pour 2. Alors, je vois une question en direct, je vais la prendre tout de suite, hein, parce qu'effectivement, elle est importante. Alors, faut-il posséder le sous-jacent pour passer un ordre sur une option? Alors, c'est une bonne question, hein, mais la question est non. Il ne faut pas posséder le sous-jacent. Par contre, vous voyez que posséder le sous-jacent, ça vient clairement limiter le risque. C'est-à-dire qu'en fait, votre seul risque, c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Parce que si le marché va jusqu'à 180, imagine le marché monte à 180, d'ici la fin décembre, bah vous serez obligé de vendre vos Nvidia à 170 parce que vous avez vendu cette option sur le marché à 170. Vous serez obligé de les vendre à 170. Mais finalement, c'était votre objectif premier, hein, c'était votre take profit. Mais donc, vous les vendez 170, mais comme vous avez été payé 7 dollars pour faire ça, comme vous avez été payé 7 dollars pour faire ça, c'est comme si vous les vendiez 177. Donc en réalité, même si le marché clôture à 175 à fin décembre, finalement, vous êtes toujours gagnant de 2. Alors qu'initialement, vous, votre objectif, c'était de sortir à 170. Et pourtant, même si le marché termine à 175, vous êtes toujours gagnant de 2 parce que vous l'avez vendu 7 dollars ce droit et vous l'avez reçu. Et n'oubliez pas que le moment où vous vendez l'option, le montant vient se mettre dans votre cash directement. Donc, quand je dis vendre donc 7 dollars l'option, comme un contrat d'option, rappelez-vous, c'est pour 100 actions, j'ai reçu 700 dollars de premium. On appelle ça la prime ou le premium. Et si Nvidia clôture en dessous de 170, bah, il ne se passe rien, je garde mes 7 dollars et il ne se passe rien. Donc après, je viens les rajouter à mes profits où ils viendront diminuer mes pertes. Donc en fait, alors, en échange d'accepter de bloquer ces gains, et ben, on est rémunéré par le marché, ce qui vient effectivement aussi réduire les pertes. Alors, dans l'exemple présenté, il faut aussi avoir acheté 100 actions à 157. Tout à fait, tout à fait. Dans l'exemple présenté, il faut avoir, les actions, en portefeuille. Il faut avoir les actions en portefeuille, pour pouvoir les vendre. Parce que dans le cas où vous êtes à ce qu'on appelle à découvert et que vous vendez votre option à découvert, imaginez vous n'êtes pas long des 100 Nvidia et que le marché termine à 180, vous avez vendu à quelqu'un le droit d'acheter à 170. Si le marché vaut 180, eh ben, il va dire bon, voilà, Nicolas, vous vous rappelez, vous m'avez vendu le droit de vous acheter les Nvidia à 170, bah, je les veux bien maintenant à ce prix-là. Donc, c'est-à-dire que moi, il faut que j'aille sur le marché les acheter à 180 pour lui vendre à 170. Ça me fait une perte sèche de 10. Alors que si j'ai les actions en portefeuille et que je suis long des Nvidia à 157, hein, c'est ce que vaut le marché actuellement à 157, hein, c'est le prix de la clôture d'hier. Donc c'est ce que vaut le marché actuellement. Bah là, moi, mon seul risque, même si ça clôture à 200, bah, c'est de voir les vendre à 170. Donc j'aurais quand même gagné la différence entre 157 et 170. Donc j'aurais quand même gagné 13, plus la prime que j'ai reçue, qui était de 7, hein. La prime est de 7. Donc 7 fois le nombre d'actions, fois 100, je gagne 700 dollars de plus que si j'avais juste mis mon take profit et mon stop loss. Et pareil, hein, sur mon stop loss. Donc sur mon stop loss, qui est à 140, hein, si jamais il est atteint, donc je perds la différence entre 157 et 140. Je perds la différence entre 157 et 140, soit 17 dollars. 17 dollars fois le nombre de titres que j'ai, hein, donc fois 100. Mais comme j'ai vendu, mon option à 7 dollars, et ben en fait, ça vient diminuer aussi ma perte. Donc, quand on a le sous-jacent en portefeuille, c'est clairement, c'est pas un risque, c'est un manque à gagner simplement. C'est un manque à gagner si jamais le titre va plus haut. Mais comme de base, nous, ça nous allait très bien de les vendre à 170, vu que c'était notre objectif. Si on n'avait rien fait, on n'aurait rien gagné. Donc là, ça vient dynamiser notre gain. Donc voilà pour effectivement ce qu'on appelle la stratégie de cover and call, hein, qui est vraiment à creuser, hein, parce que c'est une stratégie qui est extrêmement efficace. Euh,
on va prendre 2 petites minutes pour maintenant regarder ce qu'on peut faire sur ce qu'on appelle une stratégie, non pas maintenant de vente de call, mais un simple vente de put. Donc, je vous donne un exemple. Vous vous dites, vous vous dites, voilà, là, on est un peu fébrile, on veut pas trop rentrer sur le marché sur ces niveaux-là. Moi, je suis prêt à rentrer si le marché vaut 145, mais à ces niveaux-là, je suis pas prêt. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? J'allais dire, j'allais dire entre guillemets, heu, une attitude classique, c'est que en fait, il va simplement déposer un ordre limité à 145. Il va simplement déposer un ordre limité à 145, voilà, et attendre effectivement que les cours viennent tranquillement toucher les 145. Si ça ne vient pas, tant pis, je ne suis pas exécuté. Et si ça y va, bon, bah, tant mieux, je suis exécuté. Donc ça, c'est, j'allais dire, la méthode classique, hein. Vous attendez juste que ça se passe et que votre ordre soit atteint. Mais regardez ce que les options peuvent faire. Avec les options, et notamment ce qu'on appelle les ventes d'options put, vous pouvez être rémunéré par le marché pour cet ordre limité. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser un ordre limité, vous ouvrez un ticket d'opération sur une option, et là vous allez tout de suite comprendre. Donc je reste vendeur, hein, je suis le vendeur, donc je suis celui qui récupère la prime. Mon prix d'exercice, je vais mettre 145, donc c'est l'objectif d'achat, un put. Donc le put, c'est que je vais vendre à quelqu'un le droit de vendre des Nvidia à 145. Ça peut être parce que cette personne veut peut-être se protéger pour X raison. Cette personne veut acheter une protection sur le marché pour vendre les Nvidia à 145. Donc moi, ça veut dire que j'aurai l'obligation d'acheter ces Nvidia à 145 si jamais je suis ce qu'on appelle assigné. Donc au lieu simplement de mettre un ordre limité à 145 et attendre que ça se passe, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le marché et je vais vendre mon put, ce qu'on appelle un put, à mon prix d'exercice, qui est en fait mon prix cible, hein, mon prix cible, et je vais venir passer l'ordre. Je vais mettre, voilà, pareil, là on peut mettre, il vaut 6 aux dernières cotations, voilà, on peut mettre 6. Donc 6, rappelez-vous, hein, je prends une quotité, donc un contrat, ce qui vaut à 100 actions. Donc là, vous voyez en dessous, je reçois 600 $. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe là? Maintenant, quel est le risque maintenant une fois que je fais ça? Quel est le risque? Maintenant, une fois que je fais ça, le risque, c'est quoi? C'est que si on clôture, voilà, là, j'ai reçu 600 $. J'ai reçu 600 $, ils sont à moi, ils sont vus dans mon solde d'espèces, et quoi qu'il arrive, ils sont à moi. Deux cas de figure. Deux cas de figure. Le marché reste au-dessus de 145. Le marché reste au-dessus de 145. Là, il ne se passe rien. L'option, voilà, va terminer tranquillement. Il va absolument rien se passer. Et je garde mes 600 $ parce que à quelqu'un j'ai vendu à quelqu'un le droit de vendre ces Nvidia 145. Mais si le marché cote au-dessus, si le marché cote par exemple 150, il ne va pas venir me demander de lui vendre à 140, sachant que le marché vaut mieux. Donc, je garde ma prime. L'acheteur a perdu sa prime, moi je la garde, elle est mais définitivement acquise. Donc ça, c'est le cas où il ne se passe rien. Imaginez si j'ai mis mon ordre limité, j'aurais rien reçu non plus, alors que là, j'ai reçu cette prime pour avoir vendu cette option. Maintenant, que se passe-t-il si le marché cote en dessous de 145? Si on termine à 140, si on termine à 140, je vais être ce qu'on appelle assigné, je vais être assigné, et par conséquent, je vais être obligé d'acheter les Nvidia à un prix de 145. Mais c'est exactement ce que je voulais de base. Simplement, là, j'ai été rémunéré 6 $, donc soit 600. Et donc, en fait, même si le marché termine à 140, je suis toujours gagnant de 1. Vous voyez, c'est effectivement ce que permet ce qu'on appelle, voilà, une vente de put qui est couverte, non pas avec les titres, mais avec le cash. Bien sûr, vous avez le cash pour les acheter à ce prix-là, hein. C'était votre souhait initial. Donc, en fait, le marché vous rémunère pour mettre un ordre limité. Donc, au lieu de rien faire, là, vous êtes payé par le marché. Voilà un peu, voilà, pour les différentes stratégies à mettre en place. Alors, on va regarder, je vais regarder un peu sur les questions. Alors, si on n'a pas sous-jacent et qu'on doit le vendre à l'issue de l'option, il faut l'acheter sur le marché. En fait, techniquement, oui, c'est ce qui se passe, hein. Techniquement, si on n'a pas le sous-jacent et qu'on doit le vendre à l'issue de l'option, est-ce qu'il faut l'acheter sur le marché? Oui, si on est on vend les options à découvert, effectivement, il faut l'acheter sur le marché. Ça vaudra plus cher. Il faudra le vendre ensuite moins cher parce qu'on a eu cette obligation de les vendre au prix strike. Dans notre exemple, c'était 170 pour le call, hein. C'était 170. Donc oui, c'est une perte qui est sèche en fait, hein. C'est comme si vous êtes à découvert sur le titre.
Ouais, donc là, j'ai quelques questions. Il faudra un dossier. Alors oui, hein, ça c'est voilà, c'est des stratégies qu'il faut voir, revoir, pratiquer, etc. Mais voilà, vous avez un premier aperçu de ce qu'elles permettent de faire. Et vous avez vu, c'est pas un risque ouvert sur le marché. Lorsqu'on a les titres, c'est simplement un manque à gagner. Et lorsqu'on a le cash, dans notre exemple de vente de put, hein, au lieu de juste laisser un ordre limité, c'est simplement, dans tous les cas, on les voulait à ce prix-là, donc on les aura à ce prix-là, mais en plus, on a été payé par le marché. Donc c'est que le marché rémunère en fait les ordres limités, ou caper une position, ou accepter de la prendre plus bas dans notre second exemple. Voilà, donc oui, tout à fait Eric, hein, je suis d'accord avec vous, hein, c'est une bonne méthode, voilà. Euh, c'est une bonne méthode pour aussi dynamiser une position. Alors, est-ce qu'il faut forcément le cash du sous-jacent pour le cash du sous-jacent afin d'investir sur l'option? Alors oui, en fait, dans la vente de put, hein, donc notre deuxième exemple, au lieu de juste de laisser un ordre limité à 145, on va vendre notre put, il faut avoir le cash, comme ça on est couvert par le cash. Donc en fait, dans notre exemple de vente de call, on est couvert par les titres, hein, la Nvidia qu'on a acheté à 157, et dans le cas où on veut juste mettre un ordre limité parce qu'on se dit que sur ces niveaux-là, on n'en veut pas, dans ce cas-là, il faut être couvert par le cash. Ou auquel cas, si on a assigné, bah, dans tous les cas, on prend zéro risque parce qu'on a le cash sur le compte pour les acheter à un prix de 145. Maintenant, vous pouvez aussi le faire sans avoir le cash, mais après, c'est des éléments qui se traitent sur marge, etc. Donc ça, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. On ira peut-être au fil des webinaires petit à petit. Mais là, on fait vraiment là, ce qui est, j'allais dire, pas sans risque, bien sûr, mais en tout cas avec des risques qui sont déjà connus à l'avance. Et on a vu dans un premier cas, c'est uniquement un manque à gagner. Donc on peut dire qu'effectivement, dans le premier cas de vente de call, c'est pas un risque, c'est simplement un manque à gagner. Donc voilà, bonjour, quels sont les risques liés à ces stratégies? Ah, justement, voilà, dans notre premier exemple, quand on a les titres en portefeuille, le seul risque, c'est un manque à gagner. C'est par exemple, si Nvidia termine à 200, bah, nous, on va être obligé de les vendre à 170 parce qu'on s'est engagé à les vendre à 170. Donc, ce sera un manque à gagner. Mais en réalité, 170 plus les 7 que j'ai récupérés, ce qui me fait en fait un prix de vente global à 177. Donc, c'est toujours mieux que si j'avais juste laissé mon take profit à 170. Voilà, donc après, on peut mettre effectivement en place, tout un tas de stratégies avec différentes, ce qu'on appelle des chambres, donc avec différentes options, mettre en place, voilà, vraiment, acheter, vendre la volatilité, gagner quand ça bouge pas, gagner quand ça bouge beaucoup, gagner à partir d'un certain niveau, et cetera. Il y a plein de choses, mais on va pas rentrer dans tous ces détails, en tout cas sur ce webinaire, et petit à petit, on pourra le faire. Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Est-ce que Christopher, tu veux rajouter un petit mot de fin? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est, pour nous encourager et puis si vous êtes satisfait effectivement de laisser un petit commentaire sur notre Trustpilot, Saxo Bank, et puis aussi, voilà, si jamais vous avez des questions, des précisions quant à ce webinaire, n'hésitez pas à appeler notre service client ou à demander directement, par requête, ou à nous appeler. Voilà, vous n'hésitez pas à nous demander. Heu on sera très content, voilà, de vous aider et d'apporter des précisions sur ces webinaires. Petite dernière question, y a-t-il des frais supplémentaires sur ces calls et puts? Oui, il y a les frais de courtage, hein. Il y a les frais de courtage lorsque vous passez un call ou un put, c'est les frais de courtage euh, qui viennent se rajouter. Est-ce que tu veux répondre à la dernière question ou je vois qu'il y en a une derrière, non? Comment lier dans l'ordre? Alors comment lier? Donc c'est une bonne question, hein, James. Comment lier effectivement le call et l'action en portefeuille? En fait, voilà, vous prenez simplement votre position et à l'échéance, le système comprendra que elles sont liées. Je m'explique. Si effectivement Nvidia termine à 200 et vous êtes obligé de les vendre à 170 parce que c'est l'engagement que vous avez pris en pendant cette option, euh, automatiquement vous allez faire ce qu'on appelle être assigné et vous allez vendre et Saxo va vendre vos Nvidia à un prix de 170. Plus bien sûr la prime que vous aurez déjà gagnée, qui sera dans votre cash, qui vient se mettre directement, le moment où vous appuyez sur le bouton, la prime vient se rajouter dans votre solde d'espèces. Donc oui, Saxo le fait automatiquement à l'échéance. Il vend pour vous les titres au prix, ce qu'on appelle strike, donc au prix d'exercice. Dans notre exemple, c'était 170 pour la vente de call. Alors peut-on prendre moins de 100 contrats, 50 par exemple? Non, parce qu'en fait, la plus petite taille de contrat, bah, c'est 1 et un contrat d'option est égal à 100 actions. Donc non, pas pour 50. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense que je vais conclure.
Je pense qu'on peut conclure. Ouais. Nicolas a déjà eu énormément de questions à cet égard. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre présence également. C'est toujours un grand plaisir. Je pense que la présentation, notamment de Nicolas, était extrêmement limpide. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. Donc, merci également à toi, Nicolas. On se retrouve donc de mémoire, si je ne me trompe pas, mercredi prochain pour notre autre webinaire. Alors là, on fera plus un point sur l'immobilier et le foncier. Donc, dans tous les cas, vous avez l'intégralité des programmes de webinaire sur le site de Saxo Bank. Et encore, merci pour tout. Je vous souhaite une excellente journée et vous pourrez retrouver ce webinaire dans tous les cas en replay. Merci encore. Merci à tous. Bonne journée.